19h50, c'est l'heure de l'information sur NCI. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 18 février. Les dirigeants européens et africains discutent depuis hier du nouveau partenariat Europe-Afrique. En marge de ce 6e sommet ordinaire UE-UA, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé avec le président de la Banque européenne d'investissement. Lutte contre le terrorisme des élus locaux et le corps préfectoral s'imprègne du programme spécial d'insertion des jeunes, un programme qui a été mis en place en faveur des jeunes des zones à risque. Et puis pour finir, la junte malienne exige le retrait sans délai des soldats français du Mali. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, Emmanuel Macron, le président français, a rejeté cette exigence quelques heures après. Comme je vous le disais en titre, les dirigeants européens et africains discutent depuis hier du nouveau partenariat Europe-Afrique. C'est la 6e rencontre du genre, près de 5 ans après la dernière édition d'Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, a mis à profit cette rencontre pour échanger avec des sommités du monde de la finance, notamment le président de la Banque européenne d'investissement. Les explications de Pierre Dipomela. Le 6e sommet ordinaire Union européenne-Union africaine, qui se tient dans la capitale belge, constitue une occasion de faire le point de la coopération économique entre les deux continents. Il s'agit aussi de lancer la nouvelle stratégie Global Gateway de l'Union européenne en faveur de l'Afrique visant à intensifier les investissements, notamment dans le secteur des infrastructures, des soins de santé, de l'éducation et de la sécurité. Le président Alassane Ouattara y prend part, mais c'est aussi l'occasion pour lui en sa qualité de chef d'État, mais aussi, en tant qu'économiste rompu au rouage de la finance, de mener des discussions avec le monde de la finance. À ce titre, le président de la Banque européenne d'investissement a salué la qualité des relations économiques qui lient les deux pays. Nous avons de très bonnes relations avec la Côte d'Ivoire. Nous avons eu une excellente discussion ce matin, très ouverte et franche. Nous souhaitons investir davantage en Côte d'Ivoire, car les conditions s'y prêtent à tous les niveaux, que ce soit sur le plan de la digitalisation ou la vitalité du secteur privé. Nous mettons l'emphase sur les projets liés au réchauffement climatique, car nous souhaitons remplir nos obligations dans le cadre des accords de Paris sur le climat. Je crois que la Côte d'Ivoire est le partenaire idéal pour y parvenir. La Côte d'Ivoire est particulièrement importante pour nous. Non seulement nous avons un bureau à Abidjan, mais nous organisons cette année, en partenariat avec la Banque africaine de développement, le sommet Finance en commun en Côte d'Ivoire. Le 6e sommet ordinaire UE-UA clôt ses travaux ce vendredi. Pendant 2 jours, les chefs d'État ont abordé diverses thématiques, notamment les questions de gouvernance, de réchauffement climatique et la sécurité. Et on reste à Bruxelles pour parler des actions de la première dame de Côte d'Ivoire en faveur de la lutte contre le travail des enfants. Dominique Ouattara a rencontré ce vendredi la vice-présidente de la Commission développement au Parlement européen. Elle a présenté les projets et les actions initiées pour la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire et la protection de l'environnement. Nadia Eja. C'est accompagné du ministre des Eaux et Forêts, du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et du vice-président du comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants que la première dame, Dominique Ouattara, a rencontré ce vendredi à Bruxelles la parlementaire Dr Pierrette Esberger Fofana. Face à la députée et vice-présidente de la Commission développement au Parlement européen, Dominique Ouattara et sa délégation ont présenté les progrès et actions initiés pour la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire et la protection de l'environnement. La Côte d'Ivoire est vraiment un pays leader sur plusieurs points. La première chose, c'est sur le travail des enfants. Ça m'a beaucoup impressionné. Et aussi de savoir que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays en Afrique qui a une obligation scolaire. La seconde chose, c'est la question de la déforestation. En tant qu'écologiste, c'est un problème donc qui nous touche directement, parce que lorsqu'on parle de la déforestation, sans tenir compte des problèmes sociaux que l'on pourrait provoquer sans le vouloir, alors que nous sommes bien intentionnés ici en Europe lorsqu'on prépare tous ces sujets-là. Et c'était assez intéressant de savoir que si seulement on pouvait doubler la part que les agriculteurs reçoivent de 5% à 10%, que la lutte contre la pauvreté, en fait, serait réussie d'un coup. La première dame s'est réjouie de ces échanges dont les retombées directes iront aux petits paysans.
Je pense que mon message a été entendu et nous avons rencontré donc Madame la parlementaire qui a été très sensible au message, notamment au message de la rémunération des paysans. Et en tant que parlementaire européenne, elle va essayer de nous faire passer, si c'est possible, des lois pour garantir le travail de nos paysans. Et ça, c'était très, très important. Avant la rencontre avec le docteur Pierrette Exberger-Fofana, Dominique Ouattara et sa délégation se sont rendus à la Commission européenne pour rencontrer les commissaires européens Didier Reynders à la justice et Thierry Breton, en charge du marché intérieur. 34 véhicules neufs pour l'armée ivoirienne. C'est le don de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire et du Conseil Café Cacao. Des ambulances et des véhicules de transport de troupes ont été offerts par ces deux structures publiques en vue de renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. Ils ont été remis ce vendredi au ministère de la Défense en présence de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissidou. En vue de soutenir les efforts du gouvernement dans le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, deux structures publiques, la LONASI, Loterie nationale de Côte d'Ivoire et le Conseil Café Cacao, ont offert du matériel au ministère de la Défense. Ce sont au total 34 véhicules, dont des ambulances, qui rentrent dans le patrimoine de l'armée ivoirienne. En mettant ces véhicules à votre disposition, la LONASI est heureuse d'apporter sa modeste pierre à la mise en œuvre de la politique du gouvernement visant à garantir la paix en Côte d'Ivoire et la sécurité à nos frontières. La filière Café Cacao, qui constitue encore l'un des poumons de la Côte d'Ivoire, fait face chaque année durant la campagne de commercialisation à des actes de braquage parfois mortels. Le Conseil du Café Cacao, au service des producteurs, est aux côtés de nos forces de défense et de sécurité afin d'accroître leur capacité d'action. Cet appui a été salué à sa juste valeur par le ministre ivoirien en charge de la Défense. La Côte d'Ivoire, qui est un havre de paix, fait malheureusement face à d'innombrables défis sécuritaires dans la sous-région, situation préoccupante accentuée par la décision de reconfiguration du dispositif militaire de partenaires internationaux. Les dons que nous recevons aujourd'hui viennent soutenir les efforts inlassables que le chef de l'État et le gouvernement ne cessent de fournir pour renforcer le potentiel opérationnel de nos armées. Les premiers responsables des armées ivoiriennes et de la gendarmerie sont repartis satisfaits de cet appui, un plus pour assurer la défense du territoire national. Former et insérer les jeunes, c'est l'une des voies choisies par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le terrorisme. Un programme spécial d'insertion a été mis en place en faveur des jeunes qui sont dans les zones à risque. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse et celui de la Sécurité ont entrepris une mission d'imprégnation du corps préfectoral et des élus locaux. Salif Yalekwe, Mathieu Rembadé. Abidjan Plateau, auditorium de l'immeuble CNPS ce jeudi. Des élus locaux et le corps préfectoral au rendez-vous. Objectif, s'informer auprès des émissaires du gouvernement sur le programme spécial d'insertion en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste. Après le lancement symbolique de ce programme à Togo et à Kafolo, nous passons à la généralisation dans la mise en œuvre de ce programme et je me réjouis donc du soutien de mon collègue ministre de l'Intérieur puisque nous avons une forte implication donc des préfets de région et préfets de département qui vont présider les comités locaux en lien avec les collectivités territoriales et qui vont nous aider justement dans cette phase de généralisation dans l'ensemble des localités. Le terrorisme se nourrit de l'absence de l'État. Et cette initiative est faite pour contribuer justement à marquer la présence de l'État auprès des populations dans les zones qui sont menacées, je dis bien menacées. Parce que le terrorisme n'a pas pris pied de façon effective sur notre territoire. Toutes les dispositions sont prises pour que cela n'arrive pas. Les participants à cette réunion entendent s'investir pour la réussite de la dite opération importante pour la stabilité du pays. Il y a eu plusieurs projets qui se sont passés auxquels nous n'avons pas été véritablement associés. Mais pour ce projet, nous avons été associés. Au besoin, nous sommes même au cœur. Pour nous, ce sont des instructions que nous avons reçues. Et donc, il nous revient d'aller sur le terrain, mettre en application ce qui nous a été donné comme instruction.
la tranquillité est revenue, mais nous devrons toujours rester vigilants parce que c'est une guerre asymétrique. Donc, certainement, au moment où on s'attend, le moins il peut ressurgir. Donc, nous devrons redoubler de vigilance. Sinon, aujourd'hui, la population est en toute tranquillité. Elle va qu'à ses occupations, avec bien sûr la peur au ventre parce qu'on ne sait pas à quel moment la situation peut dégénérer. L'opération va toucher 19 812 jeunes pour un coût global de 8 602 216 030 francs CFA. Les régions du Bunkani, du Tchologo, du Poro, de l'Abagoué, du Kabadougou et du Folon sont les principales zones concernées par cette initiative. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, OIDH, propose une stratégie pour des élections apaisées, mais avant, il a présenté le rapport de monitoring des violations des droits de l'homme pendant les processus électoraux de 2020-2021. La présidente du Conseil national des droits de l'homme ainsi que des responsables des partis politiques et organisations de la société civile ont pris part à la cérémonie. Les explications de Mardoché Kwasi et d'Aruna Zeba. Cette rencontre rentre dans le cadre du projet de monitoring des violations des droits de l'homme lors des processus électoraux en Côte d'Ivoire. Un projet conduit depuis décembre 2020 par l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme avec le soutien financier de la fondation Open for Society Initiative for West Africa, en abrégé OSIWA. Il vise à apporter un appui citoyen à la lutte contre l'impunité, le but final étant de mettre fin à la spirale de violence politique avec son lot de morts et de blessés et adresser la problématique de la réparation des victimes. Nous avons voulu revenir sur ces faits, non pas pour entrer dans une querelle de chiffres avec on a tel mort ici, on a tel mort là, non. Le plus important pour nous, c'était d'attirer les attentions sur le fait que, premièrement, il y a une certaine banalisation de la violence, banalisation du crime. Et par banalisation, nous entendons le fait que de 1995 à présent, donc 27 ans après, les violences qui sont commises évoluent crescendo. Deuxièmement, nous avons constaté des problèmes communautaires qui existent entre communautés, indépendamment des élections. Donc finalement, les élections ne deviennent qu'un prétexte pour des communautés qui se regardent déjà en chaîne de faïence. Alors, pour nous, c'est une démarche citoyenne et à titre préventif. Une action saluée par la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, qui encourage l'ensemble de la société civile dans son engagement contre les violences politiques en Côte d'Ivoire. Je voudrais encourager l'OIDH et au-delà l'ensemble de la société civile dans son ambition de raffermissement de la démocratie et de la lutte contre la violence politique dans notre pays. Ce projet de monitoring des violations des droits de l'homme lors du processus électoral de 2020 est un bel exemple de mise en œuvre effective du principe des 3 P appelé prévention, promotion et protection des droits de l'homme. L'Observatoire ivoirien des droits de l'homme s'est assigné comme mission de protéger, défendre et promouvoir les droits de l'homme par la formation, l'information et la sensibilisation de l'opinion publique. Dans les jours qui suivent, le groupement de sécurisation routière sera encore plus efficace sur le terrain. Le ministère de la Défense vient de renforcer ses moyens opérationnels et matériels avec plusieurs équipements, dont des chasubles, des cônes de signalisation, des alcotests. On en parle avec Tim Edongé et Fulgence Kissidou. Au front de la prévention et de la répression des indélicatesses au volant, le groupement de sécurisation routière reçoit du renfort en moyens opérationnels. Plusieurs équipements viennent en effet d'être mis à disposition de l'unité spécialisée de la gendarmerie nationale. Il s'agit de 35 chasubles, 6 cônes de signalisation avec ampoule LED, visibles à 100 mètres, 35 alcotests et 10 000 embouchoirs à usage unique. Se réjouissant de l'acte posé, le commandant supérieur appelle ces hommes à se montrer dignes des efforts faits par la tutelle. Nous demandons à nos collaborateurs d'être suffisamment rigoureux pour marquer bien devant nos autorités que nous sommes reconnaissants des efforts qui sont faits par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, à qui nous adressons nos hommages appuyés ici. Et aussi, nous sommes très fiers de savoir que notre ministre a une attention particulière portée sur notre action terrain. Donc, je vous encense, chers collaborateurs, à prendre la mesure de la chose, de sorte à mettre hors d'état de nuire tous les mauvais conducteurs
tous les conducteurs qui, sachant qu'ils ont consommé au-delà de ce qu'il faut, de l'alcool, se mettent au volant d'un véhicule pour aller mourir eux-mêmes ou engendrer la mort d'autres personnes. 1500 accidents de la circulation enregistrés en 2021 sur les routes du pays, en fait 600 morts et 13 000 blessés. 94% de ces accidents relèvent du facteur humain dans la consommation de l'alcool avant la conduite. Et on change de chapitre avec la matinale des experts comptables, une activité qu'ils organisent chaque début d'année pour réfléchir aux dispositions de l'annexe fiscale de l'année en cours. Comment bien s'approprier l'annexe fiscale 2022 pour un meilleur accompagnement des opérateurs économiques? La question était au cœur des échanges de cette édition. Nadia Idja et Eric Mou. Structuré autour de 3 grands axes stratégiques que sont le renforcement de la mobilisation des ressources fiscales, le soutien à l'économie nationale et à l'emploi et les mesures techniques de rationalisation du dispositif fiscal, l'annexe fiscale 2022 contient 26 mesures. Pour les experts comptables, ce document est un outil indispensable à maîtriser dans les missions de conseil et d'appui aux opérateurs économiques. Elle participe donc à la définition de la politique économique. Et par conséquent, les dispositions vont régir l'ensemble des opérations en rapport avec la Direction générale des impôts sur toutes les activités de l'année. Il est essentiel que nos membres appréhendent très bien les contours de cette annexe-là afin de mieux accompagner nos clients que sont donc les opérateurs économiques. Alors, cette annexe est un peu particulière puisque l'annexe 2021, ça avait donc fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées et ça soulage la profession comptable. Pour cette annexe fiscale, on note comme particularité la prise en compte de la digitalisation. La plus grande mobilisation est attendue des taxes à l'importation, qui constituent en perspective 26% des recettes fiscales à réaliser sur l'année. En marge des échanges sur l'annexe fiscale, une dizaine d'experts comptables, diplômés en 2021, ont fait leur entrée solennelle au sein de l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire. Le Mali demande à la France de retirer ses soldats sans délai. La France va quitter le Mali, c'est confirmé, mais le retrait va durer 4 à 6 mois, ce que refusent les autorités maliennes. Ce vendredi, la junte au pouvoir a exigé, via un communiqué lu à la télévision nationale, le retrait sans délai des soldats français. On en parle avec Salif Yalikoui. Le président français Emmanuel Macron a rejeté vendredi l'exigence de la junte militaire au pouvoir à Bamako de retirer les soldats français sans délai du Mali et a mis en garde contre toute atteinte à leur sécurité. Emmanuel Macron s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue du 6e sommet entre l'UE et l'Union africaine à Bruxelles. Je pense que tout ça doit se faire dans le respect, car depuis maintenant 9 ans, la France aide le Mali, équipe, forme, accompagne les armées maliennes, comme les armées de la région, que notre dispositif se réarticulera à quelques kilomètres de la frontière au Niger et que dans l'avenir, nous aurons toujours vocation à trouver les coopérations pour lutter contre le terrorisme. Et je souhaiterais que nul n'oublie dans la région que la priorité doit rester la lutte contre le terrorisme. La junte au pouvoir à Bamako avait demandé à la France de retirer sans délai ses soldats du Mali au lendemain de l'annonce par Paris et ses partenaires d'un retrait échelonné sur les prochains mois. Dans un communiqué lu à la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement installé par les militaires, le colonel Abdoulaye Maïga, qualifie l'annonce du désengagement français de violation flagrante des accords entre les deux pays. Le gouvernement de la République du Mali prend acte de la décision unilatérale du 17 février 2022 des autorités françaises de procéder au retrait des forces militaires de Barkhane et de Takuba en violation des accords liant la France et le Mali et impliquant d'autres partenaires. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takuba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. La MINUSMA, créée en 2013 après le déclenchement des insurrections indépendantistes et terroristes l'année précédente, déploie plus de 12 000 soldats au Mali.
La demande de retrait immédiat de la part des colonels arrivés au pouvoir par la force en août 2020 est un nouveau défi à l'ancien partenaire français après des mois de montée des tensions. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et très bon week-end à tous. Et surtout, prenez soin de vous.